présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour Gilles Leclerc, bonjour Olivier d'Artigol, merci d'être avec nous, vous êtes porte-parole du Parti communiste et votre accent fleure bon les Pyrénées. Parlons un petit peu justement de ce qui se passe. D'abord, est-ce que vous considérez, puisque vous êtes allié dans cette affaire avec Jean-Luc Mélenchon, que cette campagne, puisque nous sommes dans la phase d'égalité à partir de ce matin, c'est bon pour vous? Vous trouvez ça ridicule? Vous avez l'impression que peut-être que ça va broyer un petit peu ou rogner, disons, les candidatures qui sont supérieures à 10%? Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Porte-parole du PCF, des Pyrénées et co-directeur de la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Je pense que ce nouveau temps d'égalité va peut-être nous permettre de toucher un plus grand nombre d'indécis. Je pense que celles et ceux qui ont aujourd'hui un engagement d'adhésion à notre campagne, sur sa forme et son contenu, ne décrocheront pas. Mais nous avons devant nous 2 semaines pour gagner un plus grand nombre, notamment dans les indécis, et notamment chez celles et ceux de toutes les sensibilités de gauche qui veulent à la fois battre Sarkozy, mais nous ne sommes pas les seuls sur l'anti-sarkozysme, mais dans le même temps créer les conditions d'une vraie politique de gauche. C'est là où ça va se jouer. Justement, puisque vous parlez de l'hypothèse de la défaite du président sortant, il y a quand même une personnalité politique en France qui considère que vous faites clairement le jeu de la droite, c'est Daniel Cohn-Bendit. Il y a des déclarations différentes le week-end. J'ai vu passer ça. Lui considère que Mélenchon est le meilleur allié finalement de Sarkozy, d'une certaine manière, du président de la République, dans le contexte d'aujourd'hui. En tout cas, il y a un risque. Ça fait un moment que Cohn-Bendit est peu inspiré. Il a commencé par broyer la candidature de sa candidate. Normalement, qu'on ait un soutien, le devoir essentiel est de soutenir, ce qu'il n'a pas fait. Et là, je ne sais pas, il pense peut-être qu'en faisant le sale boulot, en joignant sa voix à celle de Marine Le Pen et de la droite contre le candidat du Front de Gauche, ça lui permettra de se sauver la mise par rapport à l'accord signé avec le Parti Socialiste. Peut-être qu'il fait du zèle concernant son opposition au Front de Gauche pour sauver l'accord électoral. Je pense que les choses ne se passent pas comme ça et que si Cohn-Bendit a du temps médiatique, il ferait mieux de véritablement d'abord défendre sa candidate, essayer de percer le débat public avec une grande proposition venant d'Europe Écologie Les Verts. Il n'y en a pas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup d'électeurs de sensibilité verte vont vers nos propositions de planification écologique. Et puis surtout réserver ses flèches à la droite. Mais je pense que Daniel Cohn-Bendit est sur une mauvaise pente depuis un moment. Gilles Leclerc, question, nous sommes en direct avec Olivier d'Artigol, porte-parole. Au fond, qu'est-ce qui compte le plus pour vous? C'est que Nicolas Sarkozy soit battu par un candidat de gauche ou que Jean-Luc Mélenchon, de toute façon, fasse le meilleur score possible? D'abord, je pense que les deux sont liés. Pas obligatoirement. Jean-Luc Mélenchon peut faire un très gros score et Nicolas Sarkozy gagner. Je pense non. Je pense que la dynamique aujourd'hui à gauche, elle est créée par le Front de gauche. C'est-à-dire que systématiquement que les instituts de sondage nous donnent des points en plus, c'est l'ensemble de la gauche qui se renforce. Donc François Hollande peut vous dire merci. Je pense que la gauche dans ce pays, imaginez cette campagne électorale sans la présence du Front de gauche et de Jean-Luc Mélenchon. Ce serait cruellement, ennuyeux de savoir s'il faut plus ou moins d'austérité. Pourquoi est-ce qu'il s'est passé cette dynamique, cet espoir, cet enthousiasme? Regardez les images de Toulouse, on va faire de même au Prado en fin de semaine. C'est que tout simplement... Samedi à Marseille, c'est que tout simplement, à la fois sur le type de rassemblement que nous avons mis en place, mais aussi sur nos contenus, sur nos propositions. Par exemple, le SMIC à 1 700 €. Ça réveille la gauche, ça l'enthousiasme, et ça crée une dynamique à la fois de victoire face à Sarkozy, mais pas uniquement. Je pense que François Hollande a fait une erreur dès le début de cette campagne, en laissant entendre que l'anti-sarkozysme pouvait suffire à passer la rampe. Il y a envie dans notre pays d'une adhésion sur un projet, sur des grandes propositions. Et c'est ce qu'a fait le Front de gauche. Mais c'est quoi le lien ou les passerelles possibles entre le projet de François Hollande et celui de Jean-Luc Mélenchon? Si on se place dans une perspective de victoire de la gauche. C'est aujourd'hui à François Hollande à répondre à cette question. Il y a une semaine encore, il nous disait « ça sera mon programme et à prendre ou à laisser ». La politique est un rapport de force. Et donc nous verrons le 22 avril à 20h... Mais ce serait quoi le bon schéma? C'est un accord de gouvernement? C'est... des ministres communistes? Les conditions ne sont pas réunies. Mais pour autant, on souhaite qu'il y ait un jour une situation politique dans le pays pour la mise en œuvre des propositions du Front de gauche. Mais le point dur est bien sûr les politiques d'austérité. Nous pensons, et on en fait la démonstration dans chaque meeting, vous savez, ce sont des meetings d'éducation populaire. Il y a beaucoup de ferveur, Mélenchon est un excellent tribun, mais nous arrivons
à mettre maintenant dans le pays, dans l'opinion publique, des grandes propositions. Et donc les gens voient bien que la camisole de force de ces politiques européennes, les députés socialistes ont voté il y a peu, on se sont abstenus, et donc laissé passer les mécanismes européens de stabilité. Nous disons que nous n'y arriverons pas avec ces politiques d'austérité. Nous faisons une contre-proposition de sortie de crise. Ce sera donc à Hollande à modifier ces propositions. Mais il y a des choses qui sont quand même assez contradictoires. Au début de cet entretien, vous nous le dites à Gilles et à moi, finalement nous sommes là quand même pour aider la gauche à accéder au pouvoir. Et de l'autre côté, voilà, vous dites que nous sommes la gauche. Et puis 30 secondes après, vous nous expliquez que de toute façon, il n'y a rien de compatible entre le programme de François Hollande et le vôtre. Et ce que je veux dire, ça veut dire que finalement, si jamais François Hollande arrive en tête au premier tour, tout va se négocier en 48 heures au lendemain du premier tour. Bien sûr que non, surtout pas. Surtout pas. On a déjà donné. Vous savez que le SMIC à 1700 €, il n'en voudra jamais. Mais c'est pas de savoir si François Hollande en veut ou pas. Normalement, d'abord, on verra. Peut-être que la surprise de ce premier tour d'élection présidentielle sera la percée. Un score particulièrement élevé de Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, on y travaille. Nous l'avons dit, nous sommes plus que tout pour la défaite de Sarkozy. La stratégie du Front de gauche a besoin pour se déployer de la défaite de la droite. Et après, bien évidemment, il y a grande bataille des législatives. N'oublions pas qu'il y a ce moment politique dans le pays qui fait qu'on aura besoin... On sent que c'est peut-être plus important pour le Parti communiste que pour le Front de gauche et Jean-Luc Mélenchon. Non, pour le Front de gauche, deuxième bataille-là, et pour le Parti communiste, la présidentielle et législative que nous articulons, puisqu'il n'y a pas un grand meeting sans que nos candidats aux législatives soient présents sur les estrades, c'est la même séquence politique. Et nous commençons d'ailleurs à réfléchir à l'après-législative. Ce que nous voulons dire, c'est que aujourd'hui, il est en train de se passer quelque chose d'important dans ce pays. Ce n'est pas simplement une gauche qui se dit « dégageons Sarkozy et la bande du Fouquet's », c'est une gauche qui commence à prendre des forces sur l'idée « si nous avons une majorité, il faudra un changement de politique ». Et donc là, c'est les grandes questions sociales qui reviennent au galop. D'accord, mais vous avez dit vous-même tout à l'heure qu'il y a un moment, François Hollande disait « c'est mon programme, c'est simplement mon programme ». Or, le vôtre et le sien n'ont strictement aucun rapport. Mais je suis désolé d'insister, mais après tout, on en a un peu de temps sur Radio Classique. Il faut quand même mettre en avant les contradictions si elles existent. Je pense que c'est le nœud de la question. C'est-à-dire, est-ce que le curseur va bouger? Est-ce que le rapport de force va bouger? Je suis certain que Hollande, au début de sa campagne, réfléchissait à des recompositions politiques allant plutôt vers le MoDem, comme cela s'est passé dans d'autres pays européens. Aujourd'hui, il est confronté à une situation politique nouvelle, c'est la percée du Front de gauche, et donc de nos propositions. Il faudra donc que l'ensemble de la gauche en tienne compte. Marie-Pierre Artigol, j'ai justement une petite question. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous êtes certain que finalement, vous allez avoir exactement la même stratégie, vous les communistes et Mélenchon de l'autre côté? C'est-à-dire, est-ce que finalement, lui, il n'est pas dans une logique plutôt protestataire, si jamais ça marche très bien, j'allais dire d'alternative au PS, et vous, dans une tradition qui serait celle de 81, vous savez, accession au pouvoir, ministre communiste, groupe à l'Assemblée, enfin, j'allais dire... Nous avons au sein du Front de gauche la même feuille de route, c'est-à-dire créer les conditions dans notre pays, parce qu'il y a l'urgence sociale qui est là, de la mise en œuvre du programme du Front de gauche. Voilà, je ne le détaille pas, on a pu le faire par ailleurs. On en a beaucoup parlé. On en a parlé. C'est notre objectif. Voilà, ça n'aurait pas de sens de remplir ces places publiques pour simplement dire on fait ça, puis après on va faire autre chose. Et bien évidemment, il y a la présidentielle, législative, il faudra du mouvement social et des luttes dans le pays, quelles que soient les conditions politiques. D'ailleurs, tout à l'heure, vous avez dit on commence à réfléchir à l'après-législative. Ça veut dire quoi? Vous savez, mais il y a tout simplement quelque chose de neuf qui se passe à gauche. Nous sommes les seuls à faire du rassemblement. Il y a dans ce rassemblement des anciens socialistes, ceux qui ont plutôt une fibre écolo, les communistes, des gens venant de l'extrême gauche qui nous renforcent dernièrement. Donc nous sommes le rassemblement. Et nous avons fait des propositions qui commencent véritablement à être perçues. Avant, on nous faisait le procès de la crédibilité. Tout ça n'est pas sérieux, vous êtes dans l'utopie. On dispute le terrain de la crédibilité et des solutions à la crise. Et donc derrière, il faudra continuer, je le crois. On aura à en discuter entre nous, à poursuivre un grand mouvement politique et d'éducation populaire. Il peut y avoir débat au sein du Front de gauche sur l'après-législative. Je pense, vous savez, on a fait les européennes, les régionales, les cantonales. Aujourd'hui, la présidentielle, on va faire les législatives ensemble. Ce rassemblement, il a de belles années devant lui. Et nous avons su à chaque fois prendre les étapes les unes après les autres. En tout cas, nous voulons la mise en œuvre de ces propositions. Et nous ne participerons pas à un gouvernement qui aurait comme feuille de route la mise en œuvre de politiques d'austérité. Nous n'irons pas dans ces conditions-là. Mais c'est une phrase très importante parce qu'on pouvait croire que Jean-Luc Mélenchon, finalement, pourrait prendre la tête d'un troisième tour social. Et évidemment, si dans cette période-là, il y a les ministres communistes au gouvernement, c'est totalement contradictoire. Mais Guillaume Durand, qui peut dire aujourd'hui, dans 6 mois, ce que sera la situation
situation économique et sociale à l'échelle de l'Union européenne avec ce qui est en train de se mettre en place? Qui peut dire aujourd'hui comment les choses vont évoluer dans notre pays, vu le mal-vivre, la précarité? Je suis président d'une mission locale qui suit à l'échelle de Pau 4500 jeunes. Quand je vois la situation qui leur est faite, il y a besoin de solutions rapides, fortes, déterminées. Et ce n'est pas, et je le dis, un certain nombre de propositions, l'orientation générale de François Hollande ne créera pas les conditions de l'électrochoc dont nous avons besoin. Il nous faudra donc, nous, Front de gauche, par des formes qu'il faudra réfléchir, en lien avec le mouvement social et les luttes, continuer le rapport de force à l'échelle du pays et au sein de la gauche. Et c'est un travail passionnant. Est-ce que vous ne donnez pas tout d'un coup beaucoup d'espoir à l'électorat, puis après vous allez vous dire, écoutez, on va regarder ce que va faire Hollande, puis on verra bien. Mais est-ce que beaucoup de votre électorat ne sera pas déçu? Et non, c'est différent, parce qu'il voit bien que nous sommes sur un engagement de longue durée. Parce qu'il voit bien justement que tout ça ne se discutera pas à quelques-uns autour d'une table, entre deux tours. Parce qu'il voit bien que la manière dont on mène cette campagne apporte quelque chose de neuf réellement dans la vie politique, dans le champ politique. Et nous en avions cruellement besoin. Encore une fois, je le dis chaque fois, imaginez cette campagne sans la présence du Front de gauche. Mais justement, puisqu'on évoque cette campagne, et nous avons, Gilles et moi, des souvenirs, Jean-Luc Mélenchon, il a été sénateur. Vous n'allez pas me faire canal historique. Hein. Non, pas du tout. Bon. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il a été sénateur, il a été au gouvernement de Lionel Jospin avec Jacques Lang, à l'éducation. Donc là, on essaie de transformer dans la campagne... Attendez, j'ai même pas terminé. Pardon. On essaie de transformer dans la campagne Jean-Luc Mélenchon, qui est un notable de la gauche, en une sorte de Che Guevara français avec propositions réalistes. Mais je veux dire, c'est de la schizophrénie, ou alors ça veut dire qu'on n'a pas de mémoire. On l'a connu, Mélenchon. Est-ce que vous-même, vous avez pu évoluer dans votre vie, Guillaume? Non mais d'accord. Bon, écoutez-moi. Enfin, c'est pas à 50 ans qu'il va se transformer en Che Guevara après avoir été pendant 10 ans sénateur. Heureusement que lorsque le Parti communiste français a pris cette décision lors d'un congrès de constituer un rassemblement de type nouveau, c'est à ce moment-là où Mélenchon dit « Ok, je viens », où il franchit le Rubicon, où il a eu le courage politique de le faire à l'époque. Beaucoup d'autres dans son courant sont restés au bercail. On voit la situation qu'il leur est faite, notamment pour ce pauvre Montebourg, la manière dont il est traité aujourd'hui. Il a eu, j'allais dire, le courage de sortir. Et il faut lui avouer quand même, je vous le dis, concernant son engagement aujourd'hui, du courage, de la sincérité par rapport à ce qu'il fait. Il a justement tiré expérience de l'échec du passé. Maintenant qu'on nous fasse... Mais c'est pour ça que les gens disent qu'il fait le jeu de la droite, puisque finalement il est sorti du PS, contrairement à Montebourg, et au fond son arrière-pensée, ça serait de les battre. Nous sommes la plus belle nouvelle qui est arrivée au cours des 20 dernières années à la gauche dans ce pays, parce que tout simplement, nous disons stop et nous voulons faire différemment, et c'est en train de marcher, de marquer des points. Je le vois dans les meetings, vous savez, c'est quand même une expérience forte de voir beaucoup de personnes pour qui c'est le premier meeting, leur première participation à une place publique ou qui viennent dans les salles et qui sortent de là avec l'idée on a envie d'en être. On a envie d'en être. Avec assez peu d'ouvriers quand même, quand on regarde sociologiquement un peu ceux qui pourraient voter pour votre candidat. Je souhaite à beaucoup de candidats de gauche de faire la campagne qu'on a fait dans les bassins d'emploi, notamment auprès des industries les plus cassées par les logiques libérales. Mais en tout cas, il est en train de se mettre... Beaucoup de fonctions publiques, donc des emplois plutôt protégés. Fonction publique, secteur privé aussi, je vous assure, la jeunesse qui est présente beaucoup dans nos meetings, et c'est l'image de cette France de gauche qui a envie, j'allais dire, d'enfin trouver les solutions à la situation. Mais encore une fois, ne regardez pas tout ça avec, j'ai envie de le dire, avec des grilles d'analyse et d'observation du passé. Il est en train de se passer quelque chose à gauche. Olivier D'Artigol, dernière question. Vous allez me dire qu'elle est un peu anecdotique par rapport au sujet que nous venons de traiter, mais on a lu un peu dans les journaux qu'Anne Sinclair allait présenter peut-être avec Olivier Mazerolle et Rosel Krief la soirée électorale de BFM TV. Est-ce que vous trouvez ça intéressant pour BFM TV? Certainement, c'est un coup médiatique ou choquant? Je n'ai pas d'avis sur c'est un mercato. Ce qui ne met même pas. Je n'ai pas d'avis sur la question. Je pense qu'il peut y avoir bien sûr de nombreux commentaires associant l'affaire DSK, mais Anne Sinclair est aussi une professionnelle. Ça relève aussi du mercato dans ces chaînes. Bon, on peut s'imaginer que ça va créer du buzz autour de BFM. C'est le but. C'est le but. D'ailleurs, regardez, nous en parlons aujourd'hui. Mais a priori, ça ne vous pose pas un problème No comment. No comment. Merci Olivier D'Artigol. Les Pyrénées-Atlantiques parlent anglais, les Pyrénées-Orientales. Atlantique. Ah oui, Pau, c'est vrai. Vous connaissez bien Biarritz, non? Exactement. Vous surfez? Tout d'un coup, c'est moi qui tout d'un coup ne trouve plus.